En deux mots, Novepan, c'est une entreprise, Arnaud l'a dit tout à l'heure, de taille intermédiaire. On est en fait l'alliance de 4 entreprises régionales, Grain d'Or, Lubrano, Bionatis et Atelier du Pain. On est plutôt spécialisé dans la panification premium et les produits de snacking. D'accord, ah ben ça c'est rapide. Chiffre d'affaires, Environ 100 millions. d'accord, donc comme le disait tout à l'heure Arnaud. Alors, comment dans cette crise actuelle, donc liée à la guerre en Ukraine, mais aussi à la sécheresse de l'été, il ne faut pas l'oublier quand même, donc il y a 3 facteurs qui pèsent particulièrement. Donc l'inflation sur les matières premières, l'inflation sur l'énergie, et il y a aussi le coût de la main-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vivez cette crise et en insistant notamment sur ces 3 facteurs que je viens d'évoquer? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va de crise en crise. J'en préciserai 4 en fait. La crise du Covid, bien sûr. Eh oui, La relance post-Covid qui a généré un début d'inflation fin d'année 2021, début 2022. Puis la guerre en Ukraine. Puis maintenant, un impact, une conséquence de la guerre en Ukraine qui est la crise de l'énergie. ouais. Donc ça fait 4 crises. Et du coup, on a, je dirais, développé au niveau d'une entreprise, encore une fois, à taille humaine, une capacité à pouvoir s'adapter aux différents enjeux parce que c'est juste une question de survie. Donc, effectivement, on s'est adapté et aux problématiques relatives aux matières premières, vous avez évoqué, et par rapport à l'énergie, mais ça, c'est plutôt à venir, et par rapport aux hausses de différents facteurs de charge comme la main-d'œuvre, mais pas que. Mais pas que. Oui, oui. Donc, je dirais, l'entreprise, elle est rentrée dans un cycle d'évolution permanente, et vous avez raison de dire que ça devient structurel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que c'est un sprint et qu'on va donc devoir gérer à court terme l'ensemble de ces facteurs, et puis après ce sera fini, et puis après on pourra souffler. Non, je pense qu'on est rentré dans un cycle structurel de longue durée où il faudra avoir l'habitude de gérer des volatilités très importantes, une absence de visibilité, une capacité à pouvoir transférer dans la mesure du possible les hausses de postes de charge à nos clients et in fine au consommateur final, mais dans un souci de transparence et de réversibilité. Oui, on évoquera ça tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur, par exemple, le coût de l'énergie? Pour vous, ça va être, c'est quoi ou ça va être quoi? Alors, encore une fois, chaque entreprise a ses spécificités et on n'échappe pas à la règle. Première, le blé, vous avez été affecté tout de suite. Voilà, alors nous on achète de la farine. Vous achetez de la farine qui provient de la transformation du blé, comme chacun sait. Bien sûr. Mais la particularité qu'on a, c'est que on a pu noter ces derniers mois, par exemple, une légère érosion des prix du blé sur les marchés à terme. Oui. Mais en parallèle, encore une fois, nous on n'achète pas du blé, mais de la farine. Les primes qui s'ajoutent au prix du blé pour former le prix de la farine, elles n'ont cessé d'augmenter, reflétant en ça le renchérissement des prix de l'énergie auprès de nos fournisseurs meuniers. Donc on a l'impression parfois que les prix, après avoir atteint des plus hauts historiques, sont à la baisse sur les cours des matières premières, mais en fait sur le produit transformé qui est la farine, il n'en est rien. Et donc, et ça, il faut l'expliquer à nos clients, ce qui n'est pas simple. N'a pas une grosse transformation, mais cette transformation ne fait que consommer de l'énergie. Exactement, parce que vous avez le transport amont du blé du champ ou de la coopérative au moulin, vous avez ensuite le coût de transformation de la farine, du blé en farine, et vous avez ensuite le transport aval du moulin jusqu'à la boulangerie. Donc effectivement, ça, très clairement, c'est impacté par l'énergie. Donc la matière première, en gros, on est amené à payer aujourd'hui la farine quasiment le double du prix qu'on le payait il y a 18 mois. D'accord. Juste pour donner un indicateur. Or, c'est notre premier poste d'achat, bien sûr. Et vous, ensuite, dans vos outils industriels, vous êtes aussi consommateur d'énergie parce que vous transformez, vous cuisez, vous congelez. Donc, absolument, on fait à peu près tout. Effectivement, pour faire simple, on cuit des produits. Après, nous, on les surgèle, parce qu'effectivement, on ne fait que des produits surgelés de boulangerie destinés aux professionnels, donc à nos clients de la distribution et de la restauration. Donc, effectivement, on a un bilan énergétique qui est on est assez énergivore, que ce soit en électricité ou en gaz. Et c'est vrai que les impacts qu'on prend dans ces deux composantes est tout à fait considérable. Mais là, je ne fais que répéter ce qui a été dit sans doute depuis ce matin.
et donc je ne veux pas être trop long sur le sujet, mais on a un site sur lequel, pour être précis avec un chiffre, parce que vous m'avez demandé un chiffre tout à l'heure, on a un chiffre sur lequel la facture de gaz a été multipliée par 6 entre le début d'année et ce que nous payons aujourd'hui, fois 6. Ah ouais, c'est colossal. Donc un renchérissement de 500%. Bon, alors on va continuer comme ça, peut-être Ludovic Spiers. Donc effectivement, vous êtes directeur général d'Agrial, donc un groupe bien connu. Peut-être quand même, malgré tout, une petite présentation très rapide, là aussi, d'Agrial. Arnaud l'a très bien fait, c'est un groupe coopératif Agrial avec 5 branches. Ici, comme ça, voilà. On entend mieux. Comme ça, oui. Avec 5 branches, une branche agricole, une branche légumes, une branche de charcuterie, boucherie, une branche viande, une branche boisson et une branche laitière qui est la plus récente, qui a démarré en 2010 et qui représente maintenant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et alors vous aussi, comment vous vivez aujourd'hui cette crise, et notamment sur les questions matières premières, coût de l'énergie et main-d'œuvre? Je dirais que c'est terrible parce que tout augmente en même temps. Si on prend la matière première agricole, nous qui sommes dans 11 productions, toutes les productions augmentent. Alors, sur le fond, c'est une bonne chose, parce que pour beaucoup de productions, on ne pouvait pas continuer d'avoir des prix qui étaient aussi bas pour les agriculteurs. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, ça va sans doute trop vite. Augmenter les prix agricoles pour les agriculteurs... Non, vous n'entendez pas? Non, vous n'entendez pas? Je suis désolé. Vraiment, mettez comme ça, là. Voilà. Comme ça? Oui. Est-ce que c'est mieux vous entendez comme ça? mieux? Bon, je ne veux pas crier non plus. Oui. Donc, je disais que c'est une bonne chose sur le fond pour les agriculteurs parce que les prix étaient vraiment déprimés. Je prends l'exemple du lait. On ne pouvait pas continuer à payer le lait 300 € les 1000 litres. Ce n'est pas possible. Donc, on vient de franchir un cap en passant les 400 €. Et peut-être que l'année prochaine, je dis bien peut-être, on franchira un cap à 500 €. Donc les choses évoluent pour les agriculteurs qui, cette année, ont bénéficié d'intrants qui étaient peu chers. C'est une année qui va permettre de sortir un peu de difficultés économiques. Ça, il faut le dire quand même. Parce que là, effectivement, pour l'instant, les coûts des intrants, c'était sur l'année précédente. On parle des intrants de l'année prochaine avec le coût des productions de cette année. Voilà, le coût ça. des Donc, productions il ne faut pas de cette mélanger. année, voilà, c'est les prix ont augmenté, c'est tant mieux, avec des coûts d'intrants qui, l'année dernière, étaient faibles, et des fourrages qui étaient importants dans notre région, qui ont permis de bien produire cette année. Oui, parce que vous, dans votre région, donc vous êtes sur on va dire le Grand Ouest. Voilà, le Grand Ouest. Les récoltes de blé étaient plutôt bonnes. Les récoltes de blé ont été bonnes cette année. Les prix ont été bons, avec des intrants qui étaient vendus l'année dernière à des prix beaucoup plus faibles. Donc voilà, c'était nécessaire pour les agriculteurs. Et donc ça, c'est une augmentation qu'il faut réussir à maintenir. Il faut surtout réussir à maintenir les marges pour les agriculteurs dans les années qui viennent, mais il fallait décoller en termes de prix. Après, pour les matières premières industrielles, et notamment les emballages, on est comme toutes les entreprises, on subit des augmentations fortes en France, à l'étranger aussi, avec des risques de rupture. Et on n'était pas habitué à gérer des cycles d'inflation, ce qui est vraiment problématique pour le fonctionnement de nos usines. L'énergie, un peu comme tout le monde, ça a été dit et redit. Alors nous, à Agrial, on gère en bon père de famille, donc on avait concrètement pour cette année 60% de couverture. L'année 2023, 60% de couverture, donc ça c'est très bien, c'est les prix d'avant. Mais les 40% qui n'étaient pas couverts, c'est ce que vous disiez, c'est du x4, x6, x8. Et ces 40% pas couverts vont faire que la moyenne va augmenter de façon très importante. Alors, donner un chiffre précis, ce n'est pas facile parce que l'écart type est encore trop important et il y a des changements. Il y a l'ARENH qui a évolué, il y a des décisions qui pourraient peut-être être prises pour que l'on ait un bouclier énergétique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers un coût énergétique qui va augmenter de 50 à 150%, en gros, suivant les couvertures qui étaient faites dans les entreprises. Dernier point sur lequel je voudrais insister, les salaires. Sachez que dans une entreprise comme Agrial, on est dans des pays où les salaires sont indexés sur l'inflation. Quand vous êtes en Angleterre, quand vous êtes en Belgique, c'est simple, les salaires sont indexés sur l'inflation. Donc mécaniquement, nos salaires ont augmenté de 8 à 10%. Pas en France pour l'instant. Oui, parce qu'en fait, c'est obligatoire. Dès que l'inflation augmente, exactement, les salaires augmentent. C'est mécanique. Dans les conventions collectives, c'est mécanique.
Et nous, on va le faire sans doute en 2 temps. On en a fait une partie cette année, on va en faire une autre partie l'année prochaine. Mais quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui, on va être obligé de suivre les industries agroalimentaires. C'est pas possible. Et ça, c'est du dur. Ça, c'est du dur parce que les augmentations que l'on a en énergie, l'énergie peut rebaisser. Les matières premières industrielles, les emballages, ça peut rebaisser. Mais les salaires, on n'ira pas dire aux syndicats, on va baisser de 5% les salaires. Hein. Donc ça, c'est du dur et on se les gardera pour la suite. D'accord. C'est structurant. Et oui, mais en Belgique et en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Ça s'est fait beaucoup plus vite. Les salaires ne rebaissent pas après quand le... Non, mais ça s'est fait beaucoup plus vite. Là, c'est fait. Oui. Nous, on va mettre un peu plus de temps à le faire. En France, vous voulez dire? En France. Oui, d'accord. Très bien. Alors, même question, Arnaud Rousseau. Voilà, présentation rapide de l'entreprise et puis le chiffre d'affaires. Et puis ensuite, même question, voilà, quelles conséquences là aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui par rapport à la situation actuelle? Bien, bonjour à tous. Donc, Avril est une société en commandite par action détenue par le monde agricole sous diverses formes, dont la majorité du capital est détenue par une fondation reconnue d'utilité publique. C'est un peu plus de 7 milliards de chiffre d'affaires. Alors, ça va être un peu plus cette année parce que les denrées agricoles sont plus élevées. C'est 7500 collaborateurs dans le monde, c'est une présence dans une vingtaine de pays. C'est 2 jambes, c'est une jambe industrielle autour des productions oléagineuses et protéagineuses, donc huile, biocarburant, nutrition animale. 3e transformation sur des chaînes carbonées. Et puis c'est un métier investisseur avec une société de financement et d'investissement qui s'appelle Sophie Protéol, qui gère un peu plus de 500 millions d'actifs. 4500 collaborateurs en France, 3000 sur le reste de la planète, et un lien très important, même si ça n'est pas une coopérative, avec le monde agricole, et puis des clients français et internationaux. Alors, ce qui se passe en ce moment chez Avril n'est pas tellement différent de ce qui se passe dans les autres entreprises, mais peut-être vous décrire l'état d'esprit, c'est à la fois subir le choc de ce qu'on a connu. Je rappelle que peut-être l'inflation dit des choses à des gens qui ont un peu d'expérience, mais on s'était quand même largement habitué à des inflations proches de 1%, ou en tous les cas de pas grand-chose, et on retrouve ce qu'on a connu il y a une quinzaine d'années, ce qui signifie qu'on a un changement majeur. Moi, je considère que c'est à la fois un risque et une opportunité. Alors, les risques, ils ont été rappelés. Les risques, c'est évidemment la non-maîtrise de l'envolée des coûts, c'est tous les sujets d'incapacité autour de l'énergie, et notamment du gaz et l'électricité. De ce point de vue-là, nous, on avait assez tôt, et je le dis en reconnaissance pour ce choix stratégique qui avait été fait il y a une dizaine d'années, dans nos outils industriels majeurs, fait de la cogénération. Et alors, on l'a fait, mais pas suffisamment aujourd'hui, mais on l'a fait. On a notamment une usine, celle du Mérieux, qui n'est pas équipée de cogénération, et le différentiel aujourd'hui, c'est de près de 40% sur le coût Toutes les autres le sont. Du gaz. Toutes les autres en France le sont, oui. Et quand elles ne le sont pas, on est en train de travailler les projets. C'est notamment le cas en Roumanie. C'est différentes cogés, ça peut être du bois, ça peut être de la coque de tournesol, enfin voilà, tout ça. Et donc, de ce point de vue-là, on est plutôt plus résilient, mais l'impact énergie, ce sera quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Et faire des budgets 2023 aujourd'hui, quand on prend des hypothèses co-énergétiques, ça reste quand même un exercice un petit peu acrobatique. Moi, je considère aussi que ce sont des opportunités. Je voudrais quand même en dire un mot, parce que c'est aussi peut-être la possibilité, notamment pour le monde agricole, de se repositionner sur la prise de conscience de ce qu'est la réalité de la valeur du coût, et notamment du coût de l'alimentation. Ludovic Speers l'a dit. Ça permet aussi de redonner du prix et de la marge dans un secteur qui l'avait largement perdu. Je sais qu'on parlera des GAIM. Et puis de l'autre côté, pour l'entreprise, c'est la nécessité aussi de regarder comment, quelque part, elle peut solidifier et rigidifier ses choix stratégiques. Est-ce que les choix qu'elle a faits sont les bons, ou est-ce qu'elle est obligée de se repositionner? Et moi, je considère que c'est dans les moments un petit peu difficiles qu'on voit un peu la robustesse du modèle et les choix stratégiques qui ont été opérés. Et en tous les cas, pour ce qui est de notre plan stratégique, il est, me semble-t-il, assez adapté à ce qu'on est en train de vivre, à la fois dans la manière dont on adresse, encore une fois, nos fournisseurs, mais aussi nos clients, et notamment pour répondre le plus juste possible. Alors, on sait que la chaîne logistique, par exemple, est devenue un outil majeur, et qu'on a quelques difficultés pour s'approvisionner. Alors, ceux qui ont regardé de près les sujets se souviennent de l'huile de tournesol ukrainienne, qui avait défrayé la chronique et dont on ne trouvait plus rien dans les supermarchés. Eh bien, nous, chez Avril, on a toujours été, en tous les cas, dans notre filiale Le Sieur, en capacité de fournir de l'huile de tournesol, pour autant que nos usines arrivaient à dépoter des bouteilles, et avec des actes d'achat un peu frénétiques. Mais ça a permis quand même de prendre conscience que ces chaînes logistiques étaient quand même des éléments majeurs. Ce n'est pas seulement un sujet de sourcing ou de production, c'est aussi comment
on est capable d'adresser les sujets de logistique et ce n'est pas toujours facile en ce moment. Et voilà, parce qu'en fait, vous êtes à la fois sur l'huile de tournesol qui est devenue rare, et puis le carburant qui est devenu rare aussi. C'est pour ça que je vous parlais aussi d'opportunités. Dans la décarbonation du modèle tel qu'on veut le porter, on voit bien que le sujet des biocarburants, qui est parfois décrié, considéré comme ayant une analyse de cycle de vie qui est un peu discutable, aujourd'hui est un vrai élément du mix énergétique. Et je fais pas référence à ce qui se passe en ce moment sur les sujets d'approvisionnement, parce que des éléments extrêmement court terme, mais en tous les cas, la possibilité de répondre avec des éléments qui sont contributifs du mix énergétique renouvelable, qui garantissent la coproduction de protéines, et on sait qu'on a un sujet de protéines en Europe. Tout ça sont des éléments qui nous permettent de valoriser le sujet protéines, y compris, et je ne peux pas faire écho à ce que j'ai vu avant d'arriver, sur la montée du végétal et tout ce qu'on observe ici au Cial, qui vient de tous les pays et dans lequel ce sujet... voilà. Donc nous, on en a fait le choix stratégique il y a très longtemps et on voit que c'est en train de prendre forme. Ça pose d'autres questions, mais en tous les cas, ça reste, me semble-t-il, une opportunité qu'il faut accompagner. Donc, encore une fois, peut-être le sujet le plus difficile en ce moment, c'est de mesurer ce qu'est la supportabilité de nos clients à payer le prix des produits. Parce qu'il y a aussi une limite, c'est-à-dire qu'à la fois on veut valoriser les produits agricoles, et puis de l'autre, on voit bien qu'à un moment, les sujets de pouvoir d'achat, le sujet de rémunération des collaborateurs, le sujet du moment, c'est comment on continue à être accompagné dans les BFR qui sont quand même en train de prendre des niveaux assez importants. Donc là, on est quand même bien, quand on est accompagné par des poules bancaires qui ont confiance. Je le dis notamment à Arnaud Pradier qui était là, parce qu'on a été accompagné à la fois sur une levée de fonds chez Sophie Protéol. Et puis, on a refait un tour de table pour lever près de 1,2 milliard d'euros il y a quelques mois, avant tout ce qui s'est passé. Enfin, en tous les cas, ça avait commencé avant. Donc ça, c'est important. Puis le deuxième sujet, c'est de faire passer le message à l'ensemble des 7500 collaborateurs du groupe qu'ils continuent à avoir leur place et que à la fois les sujets de primes, de NAO et tous les sujets qui ont été abordés sont bien au centre des questionnements, parce que la valeur que crée l'entreprise, elle vient aussi évidemment du travail qui est fait par ses collaborateurs. D'accord, donc on est dans une année un peu particulière et là aujourd'hui qui est plutôt, enfin ça augure plutôt des résultats, des bons résultats pour 2022. On peut le dire comme ça ? Alors écoutez, le chasseur que je suis sait qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais disons qu'on est raisonnablement optimiste. Évidemment, l'atterrissage aujourd'hui est quand même un peu connu, mais quand on voit les à-coups sur l'énergie, on parlait de 500-600%, je me garderais bien de dire quoi que ce soit, d'abord parce que ce n'est pas l'heure de le dire, et qu'ensuite, il reste quand même 3 mois pleins, en tous les cas, de résultats à attendre, octobre, novembre et décembre. Mais oui, on est raisonnablement optimiste de pouvoir le faire. Je précise, parce qu'il y a une espèce en ce moment de frénésie, de parler de super profit, que chez Avril, on ne verse pas de dividendes à nos actionnaires et que la totalité de ce qu'on va mettre va nous permettre aussi d'assurer les CAPEX, la vision de long terme de l'entreprise, de solidifier tout ça, d'accompagner évidemment les hausses de salaire nécessaires. Enfin voilà, donc il faut aussi raison garder. Quand c'est difficile, il faut être optimiste, et quand en ce moment se posent plein de questions, il faut rester un peu calme et raisonnable. D'accord. Alors, on va aborder la deuxième partie qui est plutôt autour des négociations commerciales. Donc, pour faire passer les hausses, on va. Alors, peut-être que, je sais pas. Oui, on peut commencer. Moi, j'étais partie pour pas toujours commencer par la même personne. Arnaud, non ? Alors, on dit. Ok, pas de problème. Alors. Déjà, rappelez bien qui sont vos acheteurs et puis comment se sont passées les négociations commerciales donc, avec vos clients. Voilà, alors c'est vrai que je préfère parler de clients que d'acheteurs, même si chez nos clients, il y a effectivement des acheteurs qui achètent nos produits. Oui. Donc, en gros, on a connu un cycle assez inédit, mais bon, inédit, c'est le maître mot depuis le début de l'année 2022 et depuis déjà 3 ans. Depuis 2020, voilà, c'est exactement. Mais ce qui a été inédit, c'est qu'on a eu un premier cycle de négociation, j'allais dire, classique, quoique, parce que marqué par l'inflation post-Covid, la reprise post-Covid, donc qui s'est déroulée d'octobre au 1er mars, dans un cadre législatif nouveau, qui était Egalim 2, dont on reparlera peut-être, quand même d'une grande complexité, je pense qu'on peut le dire et tous s'accorder là-dessus. Donc, on avait à la fois un premier niveau d'inflation, plus un cadre législatif complexe. Bon, c'est dans ce cadre-là que s'est déroulé le premier train, on va dire, de ce que j'appelle moi plutôt les révisions tarifaires que les hausses,
toujours ayant à l'esprit qu'un jour ça peut se retourner et qu'il peut y avoir la notion de réversibilité que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier train de hausse. Et puis ensuite, il y a eu le conflit en Ukraine, 24 février. Du coup, on le rappelait tout à l'heure, flambée des matières premières, et donc nous, ça nous impacte directement, au-delà de nos couvertures, mais nos couvertures sont relativement courtes. Donc il a fallu passer un deuxième train de hausse à partir du mois de mai jusqu'au 1er juillet 22. Et puis là, on est en train, sans surprise, de préparer le troisième train de hausse, parce qu'il y a la répercussion des coûts de l'énergie dont je parlais tout à l'heure, qui sont d'une importance, là aussi, jamais vue, quoi. Et donc, vous avez des sites sur lesquels la facture d'énergie pesait 3% et qui va passer à plus de 10%. Donc, naturellement, ça se traduit par des hausses de prix de vente significatives. La question qui va se poser derrière, juste, j'anticipe, c'est le fait qu'il faut déjà que nos clients, on va dire, prennent en considération ces besoins que nous avons d'augmentation de nos prix. Et puis ensuite, c'est l'acceptabilité, c'est un terme qui a été évoqué aussi, l'acceptabilité du consommateur, in fine, à absorber ces hausses. Alors nous, on parle de hausses qui s'expriment en centimes, parce qu'on a des produits, une baguette, ça ne vaut pas très cher. Mais quel est l'impact de ces hausses de prix successives sur la demande? Et donc, voilà, dans un contexte où on parle beaucoup de possibles récessions. Vous avez réussi à négocier convenablement, on va dire, ces trains de hausse ou pas tant que ça? Et est-ce que Egalim 2 vous a aidé à le faire? Alors, il y a deux questions. Alors, la première, globalement, oui. Quand je dis globalement, c'est que bien sûr, il y a des situations dans lesquelles non, ce n'est pas satisfaisant, ni en pourcentage, ni en période d'augmentation, parce que si vous décalez, quand vous avez des augmentations à 2-3% par an, si vous décalez d'un mois, c'est quasiment $1, c'est 0,25 par mois, c'est quasiment $1. Quand vous avez des augmentations à 15%, chaque mois qui passe, c'est 1,2%. C'est considérable. Donc, il y a forcément un jeu aussi sur la date d'application. Mais globalement, aussi, je veux être optimiste et pas faire un portrait noir de la situation. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt bien passé, pour les phases 1 et 2. Après, la question d'Egalim, elle est centrale. C'est que Egalim 2, encore une fois, l'intérêt d'Egalim 2, personne ne peut le nier. L'augmentation du pouvoir d'achat des producteurs de production agricole, évidemment, tout le monde ne peut qu'aller dans ce sens-là. En revanche, c'est vrai que la loi a été d'une grande complexité et surtout, elle se focalise sur la part des matières premières agricoles. Nous, sur certaines familles de produits, la part des MPA, comme on dit dans le jargon, matières premières agricoles, ça va être 30% du prix de revient de nos produits. Ça veut dire que sur les 70% restants, il y a une capacité à pouvoir négocier. Donc la loi, elle est un petit peu quand même... elle trouve ses limites dans la mesure où elle fige la partie MPA, mais elle ne fige pas le reste sur lesquels il peut y avoir négociation. J'ajoute que Egalim 2, sauf dans le cadre, non pas des clauses, je suis un peu technique, mais des clauses de révision automatique, ça ne joue que sur les MPA. Et donc, il faut actionner les clauses dites de renégociation. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Egalim 2 dans le détail, je vous invite à vous plonger avec délice dans le détail de la loi. Mais voilà, il y a des clauses de révision automatique qui s'appliquent sur les MPA. Et puis, il y a des clauses de renégociation qui, elles, s'appliquent et sur les MPA, et sur l'énergie, sur le transport et sur les emballages. Donc, c'est en actionnant ces clauses de renégociation qui sont au sein de la loi Egalim 2 qu'on peut essayer de corriger le tir, ou en tout cas... de corriger le tir, parce que l'ensemble, encore une fois, des postes de charge sont en hausse sensible. Et c'est ça qui est un petit peu nouveau. C'est qu'habituellement, il y avait par exemple les matières premières agricoles qui flambaient, mais le reste restait relativement sous contrôle. Là, ça part dans tous les sens, de tous les côtés. D'accord. Alors, Arnaud Rousseau, pour vous, comment ça s'est passé ces négociations? Alors, et vous me rappeliez, concernant notamment l'huile, qu'il y a une particularité sur l'huile, c'est que justement les MPA comptent beaucoup dans une bouteille d'huile. Absolument, ça fait écho à ce qui était dit à l'instant par Emmanuel, mais dans une bouteille d'huile de colza ou de tournesol de grande consommation, la part de la matière première agricole représente près de 80% du produit. Et donc évidemment, dans ces conditions-là, la négociation a été rendue plus facile parce qu'on a une part importante du produit qui était quelque part dans le cadre de la loi. Alors, ce n'est pas parce que c'était dans le cadre de la loi que les choses se sont forcément passées avec facilité, mais
nous, on avait choisi l'option de fournir nos chiffres, en tous les cas chez Le Sieur, avec le cas des commissaires aux comptes qui montraient la transparence des chiffres, en tous les cas pour ce qui était de la matière première agricole. Sur les coûts de production sur les coûts d'achat. Sur les coûts d'achat. Oui, parce que les coûts de production-exploitation, c'est encore un autre sujet. Oui. Mais en tous les cas, à partir d'indicateurs, je parle pour l'huile, mais à partir d'indicateurs, alors dans le lait c'est un peu différent, mais nous, on pouvait prouver les coûts d'achat de la matière première à partir des chiffres, encore une fois, des commissaires aux comptes, validés, certifiés, et donc on pouvait faire valoir auprès des acheteurs. Voilà. Le constat, c'est que la réactivité n'a pas été les mêmes dans toutes les centrales d'achat et que là où certains ont joué le jeu, d'autres étaient clairement en résistance. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une avancée flagrante, même si parfois le monde agricole est un peu critique, mais je pense que quand on sait de là où on vient et quel était le verrou qui avait été mis, on a quand même déverrouillé les choses. De l'autre, penser que la guerre des prix est terminée est une illusion. Oui. Elle se poursuit, il y a des pénalités logistiques, il y a tout un tas de sujets qui se poursuivent. Et donc, on n'a pas non plus complètement changé de paradigme parce qu'il faut rester lucide. Donc, globalement, je dirais que dans un certain nombre de matières, ça s'est bien passé. Mais ce qui a été dit est très important, c'est que entre le moment où on passe les hausses et l'inflation qui continue à galoper, on part de 5% au mois de mai ou au mois de juin, et donc on a toujours une forme de retard. Et donc, évidemment, au moment où il faudrait repasser des hausses, on nous dit oui, envoyez-nous vos tarifs, on verra ça plus tard. Donc, je dirais que les choses sont en train d'évoluer, mais considérer que tout ça est réglé n'est pas exact. C'est vrai, et ça a été précisé, que pour le monde agricole, c'est une vraie avancée. C'est une vraie avancée. Et le monde agricole était exposé depuis une quinzaine d'années avec de la destruction non seulement de valeur, mais en plus de la disparition d'entreprises. C'est-à-dire que la destruction de valeur, ce n'est pas une nouveauté dans le commerce, mais la disparition d'entreprises était très accélérée. Il suffit de regarder ce qu'est l'élevage français aujourd'hui, regarder les niveaux de décapitalisation, le niveau de perte, voilà. Et surtout les niveaux d'importation, parce qu'une fois qu'une entreprise du territoire disparaît, c'est un peu plus d'importation. Donc il y avait un impérieux besoin de réaliser ça. Et là où le maillon final du monde agricole a très longtemps supporté la pression, c'est vrai que la pression s'est décalée aujourd'hui sur les entreprises de l'agroalimentaire, qui d'un côté doivent sécuriser le prix de la matière première à travers l'achat, mais de l'autre se retrouvent très exposées. Et dans le contexte qui a été décrit d'incertitude sur l'énergie, sur les sujets de logistique, sur les sujets d'appro, on pourrait parler du carton, on pourrait parler de tout un tas de sujets, elles se retrouvent en squeeze dans un certain nombre d'endroits. Et donc là, on entend de ci, de là exprimer le fait que non seulement dans les clauses que les clauses de renégociation ont besoin d'être ouvertes rapidement. Et toutes les semaines, les ministres réunissent les parties prenantes et on voit bien que la pression continue à s'exercer pour qu'on soit en capacité de passer ces hausses. Donc le ruissellement attendu dans les Egalim 1 est parfois vu des fermes comme étant un peu critique et pas suffisant. La réalité, c'est que les choses ont bougé et qu'on doit continuer à lutter. Alors, ce que je dis est très franco-français parce que quand on est dans d'autres pays, la relation commerciale n'est pas de cette nature. Voilà. Donc, on a parfois des choses un peu plus apaisées. Alors, si on regarde le verre à moitié plein, c'est que pour les entreprises, quand on est en Italie, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, on a une capacité à passer les hausses, mais aussi parce qu'il y a de l'indexation, et ça a été dit notamment sur les salaires, donc la réactivité est plus grande. La contrepartie, c'est que si on regarde les chiffres de l'inflation sur les 6 derniers mois, la France est celle qui a le niveau d'inflation le plus faible, en tendance en tous les cas, et donc certains se targuent d'être les défenseurs du pouvoir d'achat. La réalité, c'est qu'à un moment, une entreprise qui ne peut pas répercuter ses coûts, ça ne dure pas très longtemps et donc elle a besoin à la fois de pouvoir assurer son prix de revient, mais aussi de pouvoir demain investir, se développer. Voilà. Donc on est à la croisée des chemins. En fait. Voilà. C'est pas nouveau, mais en tous les cas, on est là dans un moment critique où il faudra qu'on ait des signes politiques extrêmement tangibles. On peut parler par exemple du bouclier tarifaire en termes de prix d'énergie, notamment les exploitations agricoles. Quand vous êtes serriste, quand vous avez des volailles que vous chauffez dans des bâtiments. Enfin, il y a quand même des choses qui sont extrêmement compliquées. Et puis, dans l'industrie agroalimentaire, on voit qu'il y a des arrêts de production. Oui. On a lu dans la presse qu'un certain nombre de métiers étaient en train d'arrêter. C'est ce qui se passe réellement. Donc, on est à la croisée des chemins. Très bien. Alors, même question, Ludovic Spiers. Et puis, vous pouvez peut-être effectivement donner votre expérience, comme vous disiez tout à l'heure, de comment se sont passées les négociations et puis quelle est la spécificité française par rapport à d'autres pays dans lesquels vous êtes implanté? Oui, alors je ne vais pas faire de redite parce que beaucoup de choses ont été dites et je souscris complètement à ce qui a été dit. Peut-être vous préciser qu'à
À Agrial, les produits agroalimentaires que l'on fabrique et qui sont très diverses, Vraiment, finalement, voilà. on les vend en 4 quarts. Un quart à la grande distribution, un quart au food service, un quart aux industriels et un quart à l'export. D'accord. Quand on vend aux industriels et à l'export, il n'est pas question de parler de loi Egalim. Bien sûr. Parce que là, on parle uniquement de compétitivité de marché européen ou mondial. Et si on n'est pas dans le coup, ce sont tous les acteurs qui sont ici au CIAL qui prennent notre place parce qu'on est sur un marché. Et vous pouvez leur parler de loi Egalim, ils n'y comprennent rien du tout. Eux, ce qu'ils font, c'est du commerce. Donc, les industriels, je rencontrais un industriel tout à l'heure qui me disait il faut qu'on mette la loi Egalim en place entre nous. Mais il me dit si jamais ça ne va pas, de toute façon, j'irai acheter à l'étranger. Donc, le risque que l'on a, c'est vouloir administrer les relations commerciales et de voir que des compétiteurs étrangers vont prendre notre place. C'est un énorme risque. Je continue mon tour des 4 quarts pour arriver au food service. Le food service a plutôt été sport. Il faut dire que la restauration est partie. Ils avaient besoin, forte demande, et donc les augmentations sont passées plus vite dans le food service qu'en grande distribution. Et après la grande distribution, ça a été dit, ça va passer, ça passe, mais avec un effet retard. Et nous qui sommes dans 11 pays, eh bien, c'est en France que ça... Alors on les aime bien, hein, ce sont nos clients, on les respecte, on les aime et tout, mais ça passe moins vite que dans les autres pays parce que les augmentations de salaire sont plus fortes, parce qu'il y a une dynamique d'augmentation des prix aussi qui est beaucoup plus forte dans ces pays. Nous, on a un peu de retard. Alors nous, ça concerne un seul quart. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, hein, mais il faut... la valorisation des produits alimentaires, ça passe aussi par le food service, les industriels et l'export. Il ne faut pas oublier tout ça, effectivement. Il ne faut pas rester sur ce côté très, très franco-français et grande distribution qui monopolise effectivement un peu trop les débats. Oui, tout à fait. Ok. Alors, voilà, on a brossé le tableau, si on peut dire, et maintenant, on va rentrer plutôt dans cette approche d'engagement dans la RSE et sa mise en œuvre. Donc voilà, vos 3 entreprises sont engagées dans des démarches de durabilité, de démarches RSE. On en a discuté avec des engagements. Et effectivement, tout ça se télescope en fait avec la crise inflationniste et énergétique. Donc, est-ce que tout ça, est-ce que cette approche va accélérer le mouvement ou au contraire le freiner? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer un petit peu avec vous. Alors, continuez, Ludovic Spears. Donc, où est-ce que vous en êtes dans la démarche RSE dans votre entreprise? Et puis, est-ce que vous avez aujourd'hui une marge de manœuvre, on va commencer par ça, une marge de manœuvre pour réduire votre consommation d'énergie ou votre impact carbone aujourd'hui? Alors, la problématique du climat et du carbone est une problématique que l'on évoquait dans l'entreprise, mais sans grand engouement, je dirais. Oui. Et depuis quelques mois, depuis quelques années, on voit, nous, les jeunes agriculteurs qui nous poussent, qui sont très sensibilisés, et les jeunes collaborateurs aussi, qui sont très sensibilisés à la politique du climat et à la politique RSE de l'entreprise, ce qui fait qu'on a pris conscience, on a travaillé et on a sorti un plan climat qui a été adopté par les salariés et chez nous, par les adhérents, par les élus, pour faire évoluer la politique RSE d'Agrial. 2 dossiers. Le dossier interne, on est plutôt confiant. Alors nous, notre projet, c'est de baisser de 35% à horizon pour 2035. Voilà, de 35% pour 2035. En interne, pas mal. On est relativement confiant parce qu'on voit ce que l'on va faire pour décarboner. On pourra en reparler après. Par contre, dans le scope, quand on prend le scope 3, c'est-à-dire quand on prend le scope des agriculteurs, là, c'est quand même un peu plus compliqué. Et même s'il y a une volonté des agriculteurs de faire évoluer les choses, on se rend compte qu'il y a un lien très fort avec la consommation d'énergie fossile dans les exploitations agricoles et que ça va être compliqué de faire évoluer le modèle. Maintenant, nous, on est convaincus que dans 15 ans, on aura complètement changé le modèle de nos entreprises agroalimentaires. Et je pense que dans 15 ans, on se dira, mais c'est fou de se dire là où on en était en 2020. On va avancer très vite. Et nous ne croyons pas que l'évolution des entreprises agroalimentaires se fera par des petites améliorations à la petite semaine, mais ça va passer par des changements de modèle. Et il va falloir qu'on casse les modèles que nous avions avant, et nous sommes en train d'y travailler. Donc on est plutôt dans la rupture que dans l'adaptation
pour économiser un petit peu de carbone par-ci par-là au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Ça concerne non seulement l'industrie, mais la supply chain. Il y a des organisations que l'on avait mises en place. Allez, je vais prendre un exemple qui n'est pas trop... Oui, si c'est dans le domaine de l'agricole quand même. Mais historiquement, les agriculteurs apportaient leurs céréales dans des... Alors, je ne parle pas des zones céréalières, je parle des zones d'élevage. Dans des dépôts de la coopérative. Ces céréales étaient reprises pour être mises dans des silos de report. Des silos de report, on les reprenait pour les mettre dans des usines d'aliments. Les usines d'aliments reprenaient l'aliment pour l'amener chez l'agriculteur. Demain, nous pensons qu'on va aller vers des modèles où l'agriculteur gardera au moins son énergie, ce qu'il produit en production végétale dans son exploitation, et que nous apporterons uniquement les complémentaires dans l'exploitation. Ça veut dire que tout le cycle logistique que l'on avait avant, mais tout aussi le cycle industriel, sera changé. Voilà un sujet que l'on travaille actuellement et qui pourrait être rupturiste dans les pratiques. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez, enfin, dans les process, dans le process dans vos process industriels, est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour baisser votre consommation d'énergie? Alors, on pensait baisser notre énergie. Alors, premièrement, on le fait depuis des années. Avec l'excellence opérationnelle, on baisse de quelques pourcents tous les ans depuis plusieurs années. Donc, on va pas se mettre en route. On est en route depuis plusieurs années. Hein, une politique, enfin, une lutte permanente, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Et on pense que ce que l'on vit actuellement va être un catalyseur pour aller beaucoup plus vite. Je vous disais qu'on va peut-être faire en 2-3 ans ou en 2, 3, 4 ans ce qu'on avait prévu de faire en 15-20 ans. Parce qu'avec de l'énergie, si l'énergie reste au prix que l'on connaît, on va être obligé de prendre des décisions beaucoup plus rapidement que prévu. Ces décisions, on les prévoyait dans 15-20 ans, on va peut-être les prendre beaucoup plus vite parce qu'on ne pourra pas continuer avec de l'énergie si l'énergie reste chère. Et dans la consommation, dans le type d'énergie que vous consommez, là aussi, il y a des grosses marges de manœuvre. Nous, on est un peu comme tout le monde, on est 45% électricité, 40% gaz et 10% fuel. Le fuel est quasiment parti de nos industries, hein, on n'en a plus. Et puis on est moitié-moitié entre gaz et électricité. Donc électricité, dans certains pays comme la France, ce n'est pas un problème parce que c'est décarboné. Mais le gaz, il faut trouver des alternatives au gaz. Donc on y travaille. On a un gros projet là de géothermie. Enfin, on est dans la rupture, hein, vraiment, et qui devrait nous amener donc de nouvelles énergies pour faire travailler nos usines. La géothermie, c'est où? La géothermie, c'est en Angleterre. D'accord. Les Anglais vont plus vite que nous. D'accord. Mais dans une usine à Grial. Hein. Mais vous y pensez en France? On y pense aussi en France, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il faut qu'on trouve des énergies alternatives dans les usines. Hein. Et ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, les agriculteurs, vous les sentez vraiment là aussi très sensibilisés, de plus en plus sensibilisés pour faire évoluer leur modèle. Oui, j'irais alors beaucoup plus quand même les jeunes agriculteurs que les agriculteurs en fin de parcours. Et c'est tout à fait normal. Hein. C'est la même chose au niveau des salariés. Mais on a des agriculteurs qui imaginent de nouvelles façons de gérer leurs exploitations et qui sont très créatifs dans leurs exploitations. Et Agrial a été assez précurseur dans cette question autour des évolutions des pratiques agricoles. Tout à fait. Vous avez une marque autour de ça. Oui, juste pour l'anecdote, moi quand je suis rentré dans l'entreprise il y a 35 ans, on disait aux agriculteurs qu'il fallait abattre les haies pour avoir des surfaces agricoles plus importantes, imiter les zones céréalières, et on a abattu les haies. Et maintenant on dit aux agriculteurs surtout replanter des haies. Et ils le font, parce que pour la biodiversité, pour le climat aussi, hein, parce que ça permet de préserver la fraîcheur l'été. Les haies ont beaucoup de vertus. Et en plus, on est en train de travailler pour récupérer le bois, en faire du bois énergie, pour le revendre dans nos magasins, pour le grand public, pour les poêles à bois, etc. etc. Donc vraiment de nouveaux modèles. Ok, alors merci Arnaud Rousseau. Là aussi... aujourd'hui, quels sont vos engagements dans la RSE? Quels sont vos objectifs que vous avez posés? Et puis voilà, comment tout ça se met en œuvre? Alors cette réflexion, elle n'est pas non plus, elle date d'il y a 3-4 ans. Alors d'abord, on a traversé chez Avril une période difficile dans les années 2017, 2018, 2019. Et c'est vrai que quand on traverse une période difficile, essayer de se projeter, c'est plus compliqué. Et puis depuis 3 ans, les choses sont maintenant sur de bons rails.
Et donc, on a d'abord réfléchi à ce qu'était la raison d'être du groupe. C'est-à-dire, il y a eu un travail de fond avant de se projeter dans des objectifs, mais finalement, quelle est notre raison d'être, compris à la fois par les collaborateurs, ceux qui détiennent le capital, et puis aussi par tous ceux qui sont dans notre écosystème, que ce soit des fournisseurs, des clients. Voilà. Et donc, on est arrivé, après un travail de fond, à une raison d'être qui est servir la terre. Alors, c'est à la fois très noble, c'est parfaitement compris de l'agriculteur, qui voit bien de quoi il s'agit, c'est parfaitement compris des collaborateurs, de nos clients, et à partir de cette raison d'être, on a essayé de la décliner. Et elle s'est déclinée sur 6 axes, avec une volonté qui était peut-être d'apparaître comme étant manquant d'ambition, mais en tous les cas de faire des choses qui étaient extrêmement solides. Quand on a regardé tout ce qui se faisait à l'époque en RSE, il y avait plein de choses, et puis quand on grattait parfois, ou qu'on challengeait un peu, on se rendait compte que... Bon, il y a et nous, on s'est dit, acceptons de peut-être pas être très sexy, mais faisons des choses dont on est sûr que c'est très robuste. Et donc, dans les 6 axes, le premier, c'était celui autour de l'agriculture et de la rémunération des agriculteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que durablement, on continue à avoir des entreprises agricoles qui produisent. Et le fer de lance, comme dans toutes les entreprises, c'est la capacité à avoir des revenus. Et donc, par exemple, on a créé une plateforme qui s'appelle Oléo Zéro Émission, et où, à partir d'un marché de gré à gré sur l'économie de gaz à effet de serre, on a été capable de ramener des euros supplémentaires. C'est ce qu'on fait avec l'ensemble des OS aujourd'hui, en valorisant le travail de l'agriculteur qui accepte de changer ses pratiques. Et là, on est bien dans des changements de pratiques, c'est-à-dire je ne laboure plus, j'utilise moins de gasoil, je mets des couverts intermédiaires, et parce que je peux l'auditer, mais avec une déclaration sur l'honneur auditable, donc on n'est pas dans le conceptuel, on est vraiment dans le concret. Je suis capable, sur ma production, en plus du prix de mes graines de colza au tournesol, d'avoir un complément de revenu qui peut représenter 7 à 12% du prix de la graine. Donc on est quand même dans des choses, voilà. Ça, c'est le sujet agricole. Le deuxième, c'est sur les ressources naturelles. Avril se source en France, mais pas seulement. Elle achète y compris du soja. Et donc, on a pris l'engagement aujourd'hui d'acheter du soja qui est garanti 100% durable. Vous savez qu'il y a toute une question autour de la déforestation importée. Oui. Donc, on n'achète plus que des sojas dont on est sûr, enfin, on achètera en 2027 plus que des sojas dont on est absolument sûr qu'ils sont sourcés avec des modèles de durabilité. De certification. Exactement. On a aussi un sujet filière, parce qu'on est convaincu que l'esprit filière, c'est-à-dire la capacité à créer de la valeur et à la répercuter et à se garantir que l'ensemble des maillons de la filière pourront le faire. Donc on va aussi travailler sur les filières durables. Alors on pense notamment aux pays africains dans lesquels on est en train de se développer, parce que là, il y a aussi des vrais sujets de création de valeur et de co-construction de modèles de co-développement, notamment avec ces pays-là. Je pense au Maroc, je pense au Sénégal dans lequel on est, mais plus largement. On a un sujet autour du climat. Donc, comme tout le monde, on a un objectif carbone. Le nôtre, c'est moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je le précise, sur les scopes 1 et 2, qui concernent les scopes de l'entreprise. Or, soyons honnêtes, le scope qui a le plus gros levier aujourd'hui, c'est le scope 3. C'est celui qui est dans les exploitations agricoles. Donc, on est dans les exploitations agricoles, il y a 2 sujets. Il y a un sujet élevage qui est l'émission de gaz entérique des vaches, des gros bovins. Oui. Et puis, on a celui du modèle des engrais azotés, minéraux, notamment les engrais azotés, qui sont les plus gros émetteurs, dans lequel on a besoin d'un modèle où on remplace le gaz potentiellement par de l'hydrogène demain. Et voilà. Et donc, on est en plein dedans là en ce moment. Hein. On est en plein dedans. Alors beaucoup de gens en parlent, mais enfin, on voit bien que les chemins pour atteindre l'objectif peuvent être parfois un peu ardus. Mais en tous les cas, c'est une obligation, parce que l'objectif décarbonation, scope 1 et scope 2, ne seront pas suffisants. Je crois que c'est important de le dire, d'où aussi l'intérêt de travailler. Ce matin, Serge Jacquat rappelait que dans le produit alimentaire, le poids sur les émissions de carbone, le poids du secteur agricole, c'était autour de 70%. Hein, c'est exactement ça. Donc on voit bien qu'on est là engagé et qu'effectivement, il faudra des ruptures. Ensuite, on veut absolument que nos investissements, qu'ils soient industriels ou financiers demain, soient tous indexés sur des critères RSE. C'est ce qu'on fait avec nos partenaires financiers, c'est ce qu'on fait, on regarde dans nos investissements. Et ce qui pouvait paraître un peu lointain il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui, Sophie Protéol, qui est encore une fois notre société de financement et d'investissement, qui investit en minoritaire dans l'accompagnement, que ce soit en equity, en dette, enfin, avec tout un tas d'entreprises françaises majoritairement et quelques entreprises étrangères, c'est systématiquement aujourd'hui de veiller à ce qu'il y ait des critères RSE. Alors, ça commence doucement, mais en tous les cas, on est en train de les monter. Et puis, le dernier sujet, le dernier axe, c'est évidemment le modèle d'entreprise dans lequel
on veut une entreprise avec un certain nombre de critères. Alors on dit collectif et inclusif, mais nous on veut essayer de le rendre rigide, ou en tous les cas de le rendre très pragmatique. Et c'est notamment l'ambition qu'on a de féminiser le top 100 le top 100 des cadres dirigeants, où on est aujourd'hui pour faire à la louche en 2021 un quart de femmes, et l'ambition c'est dans les 5 ans de passer à un tiers de femmes. Alors là aussi, le dire comme ça en tribune, ça paraît très simple, mais le recrutement, vous savez, en ce moment, des talents est quelque chose de compliqué. Et on vient d'être exposé là très récemment à l'embauche d'un collaborateur du COMEX, où on voulait essayer de trouver une femme, et où après avoir cherché, on s'est rendu compte que c'était pas aussi évident que ça. Donc je le dis parce qu'il y a le wording, voilà, il y a la posture, et puis après il y a les réalités de ce que sont le marché, notamment en ce moment dans des cadres dirigeants de haut niveau. Et c'est pas si simple que ça. Donc voilà, c'est une ambition qui pourrait apparaître comme étant un peu faiblarde, mais dont je mesure au quotidien qu'elle est ambitieuse. Un critère de plus dans l'ESG, effectivement, il y a ce côté gouvernance et social, et il ne faut pas l'oublier, effectivement. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et Jean-Manuel Lévesque, vous aussi, vous êtes parti déjà depuis quelques temps quand même, hein, vous m'avez expliqué sur ces questions de durabilité. Donc expliquez-nous un petit peu comment enfin, sur le RSE, comment vous êtes engagé. Je crois que vous êtes même dans des certifications. Donc expliquez-nous un peu comment ça se passe chez vous, dans votre entreprise. Alors, vous êtes un convaincu de ces questions. Oui, c'est pour moi quelque chose de vital. C'est vrai que c'est rendu encore plus nécessaire par l'actualité récente. Oui. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé dans l'entreprise il y a relativement peu de temps, en 2018. Il y avait déjà des choses qui étaient faites, comme M. Jourdain, je dirais. Mais on a formalisé la démarche en 2019 à travers 3 piliers. Donc, ça va être beaucoup plus rapide qu'Arnaud. 3 piliers. Un pilier produit, parce que c'est l'essence même de notre métier. On fabrique des produits. Un pilier social et un pilier environnemental. Ce qui me paraît très important de préciser en préambule, c'est que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que, et c'est quelque part le thème de la table ronde, est-ce que l'augmentation des coûts peut impacter la durabilité? Je suis convaincu que non. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que ça passe au deuxième plan en se disant il y a d'autres sujets qui sont plus prioritaires et donc on va reléguer ça au deuxième plan. Je crois que c'est un message. Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde? Oui, d'accord, voilà. C'est important, effectivement. Donc ça, c'est important parce qu'on pourrait encore une fois se dire bon, c'est du nice to have. Et donc, on le passe au second plan. Moi, je suis convaincu que les entreprises performantes sur le long terme, c'est celles qui embrassent les thèmes de la RSE. Et donc, c'est un vecteur de progrès pour l'entreprise de manière générale, sur tous les plans, y compris sur le plan économique. Parfois, on oppose économie et RSE, et je pense que c'est un faux débat. Donc, dans les 3 piliers, juste un ou 2 éclaircissements. Sur la partie produit, il y a un sujet qui paraît naturel, mais c'est par exemple la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bon, nous, on fait des produits alimentaires. Le gaspillage, il commence déjà sur les sites de production. Et donc, on veille déjà à mesurer, parce qu'on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Donc, on veille à mesurer les quantités de déchets qu'on va produire rapportées au tonnage de produits finis. Et on va veiller à l'améliorer par un certain nombre de bonnes pratiques. Bon, c'est un sujet tout bête, mais on pense toujours que gaspillage alimentaire égale ce qui se passe dans l'assiette du consommateur, mais on oublie qu'il peut y avoir tout au long de la chaîne. Tout au long de la chaîne, en fait. Exactement. Et que, alors c'est bien de méthaniser les produits alimentaires, c'est encore mieux de les consommer. De les consommer et de ne pas les gâcher du tout, quoi. Exactement, ou de les transformer en alimentation animale, mais là encore une fois, il est préférable que ce soit en alimentation humaine. Voilà, donc c'est un des thèmes sur lesquels on travaille au niveau de notre pilier produit, de même que la charte Clean Label, le fait de développer aussi des filières, et ça a été dit, aussi bien bio que des référentiels d'agriculture raisonnée comme le CRC. Voilà, donc CRC, c'est un critère spécifique du secteur céréalier, hein, c'est exactement, ça culture raisonnée certifiée, et c'est extrêmement important pour nous que d'avoir ces moyens d'engagement sur des pratiques culturales, on va dire, satisfaisantes, alors que c'est assez éloigné de notre métier. Nous, on est en 2e transformation. Il n'empêche, ce travail en filière, il est essentiel pour nous. Et on a des gens dans l'équipe qui sont spécialisés sur la relation avec les producteurs de céréales pour essayer d'améliorer les pratiques
comme vous l'avez dit, je vais essayer de faire court, mais comme vous l'avez dit, notre bilan carbone, donc là on est plus dans le volet environnemental, notre bilan carbone, on n'a pas attendu, on va dire, l'année 2022 pour travailler dessus. On était assez satisfait d'ailleurs d'avoir fait en sorte de maintenir notre empreinte carbone alors même qu'on rajoutait un site de plus. Donc ça voulait dire qu'on avait plutôt une démarche vertueuse. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous on raisonne sur un scope 1, 2, 3. Et le gros de notre bilan carbone, c'est l'amont. En l'occurrence, c'est notre matière première principale, la farine dont on parlait tout à l'heure. Et la farine et les autres matières premières agricoles, c'est exactement le chiffre que vous avez indiqué tout à l'heure, quasiment les 65% de notre empreinte carbone, sur lesquels il ne faut pas considérer qu'on n'a pas de levier d'action, on en a, mais il faut là aussi qu'on aille échanger avec les producteurs, avec les transformateurs que sont les meuniers, sur comment on peut améliorer ce bilan carbone, parce que c'est là qu'il y a un gros enjeu, 70%. Après, il y a un enjeu aussi chez nous, naturellement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est consommateur d'énergie, on cuit, on surgèle. Donc, on a travaillé, et là aussi, je trouve que la période, c'est en ça qu'il y a des opportunités, nous oblige à être beaucoup plus rapide sur des réflexions qui, sinon, se seraient probablement échelonnées dans le temps. Et on raisonne sur des problématiques de panneaux photovoltaïques. Pas toujours facile avec les assureurs. Donc là, si je peux passer un petit message. C'est quoi le problème? C'est que, en gros, les assureurs vont toujours considérer qu'il y a un risque, si on met des panneaux photovoltaïques en toiture, qu'on va renforcer les risques d'incendie. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, du coup, vous êtes pénalisé parce que vous installez des... Quand bien même on a des rapports des SDIS, donc des services de lutte contre l'incendie qui montrent qu'il n'en est rien, voilà, on a des petits problèmes avec les assureurs. Donc s'il y a des gens du monde des assurances dans la salle, je les encourage à regarder avec bienveillance en tout cas les projets de panneaux photovoltaïques qu'on peut avoir. Parce que les ombrières sur les parkings, c'est bien, mais c'est mieux de pouvoir recouvrir un hectare de toiture. Donc il y a ça, et on travaille aussi sur des projets de géothermie. Alors, géothermie, il ne faut pas penser qu'on va forer à 4 km de profondeur. Hein, mais plutôt sur une large surface. Exactement, exactement. Donc là aussi, on se remet en cause. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure, Ludovic. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'on va juste progresser de 2 ou 3% par an. Il faut être un peu rupturiste. Il faut sortir des idées. Il faut permettre à chacun, on va dire, d'exprimer les idées, même un peu faux-folles au départ, parce que c'est de ça qui sortira des accélérateurs qui, sinon, ne seront pas suffisants, on va dire, pour faire face aux enjeux. Et je pense que l'enjeu climatique en particulier, qui est pour nous une de nos priorités, qui se reflète à travers le bilan GES, est essentiel. Et donc, pour arriver à des pentes plus fortes que celles qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment déployer beaucoup d'énergie et de créativité. Alors, vous m'avez expliqué aussi que vous aviez adhéré à Global Compact. Oui, ça c'est effectivement... C'est quoi et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, je ne veux pas du tout ramener ma science vis-à-vis de ceux qui connaissent certainement bien mieux que moi le Global Compact des Nations Unies, mais en gros, c'est une initiative des Nations Unies en faveur, on va dire, des thèmes RSE, de manière générale. Et alors, ça s'appelle Global Compact France, je crois que ça s'appelle le Pacte mondial France maintenant. Et j'invite en tout cas toutes les entreprises, petites ou moyennes ou grandes, mais elles y sont souvent déjà, à adhérer au Global Compact. Ça ne coûte pas très cher et ça permet de rejoindre, on va dire, un club d'entreprises engagé dans des démarches de développement durable. Il y a les fameuses 17 ODD, donc Objectifs de développement durable, développés par le Global Compact, qui sont extrêmement structurants. Et voilà, on retrouve en filière d'ailleurs ces engagements, ces ODD, au niveau parfois de nos clients, parfois de nos fournisseurs. Et donc, nous, on est partie prenante, on fait partie d'un accélérateur. On a rejoint le club d'une 60aine d'entreprises qui sont dans l'accélérateur performance du Global Compact. Et je pense que c'est une source de motivation. C'est une source de motivation, ça donne un cadre, c'est structurant. Et on bénéficie aussi des avancées de grandes entreprises dans le secteur géologique. Voilà. On bénéficie aussi de synergies, de benchmark avec des grandes entreprises qui sont forcément plus avancées parce qu'elles ont des structures bien plus importantes à consacrer au sujet. Et donc, voilà, je ne peux que inviter à faire partie de cette belle organisation qui, encore une fois, dépend des Nations Unies et qui est présente dans tous les pays du monde.
Un petit mot. On l'a doublé d'une certification SBTI pour se mettre la pression en plus. Hein. D'accord, ça voilà, suffisait donc, pas. On s'est dit que si dans 5 ans on n'a pas avancé, on n'aura plus cette certification SBTI qui est quand même importante pour nos clients, pour l'environnement. Et je pense c'est bien, c'est qu'on a un plan, on est volontaire, et de se faire contrôler et de se faire certifier, c'est un plus. D'accord. Et SBTI, c'est Science Based Target Initiative, c'est-à-dire qu'en plus, c'est basé sur des éléments scientifiques, si je peux me permettre. Et donc, alors nous, on est sur la démarche, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est hyper important parce que ça veut dire que c'est basé sur des choses très concrètes et pas sur juste du greenwashing. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci bien pour tous ces éléments. Bon, on a fait un peu le tour. Peut-être juste une petite conclusion. En fait, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même très tout compte fait, même malgré ce contexte quand même pas simple, vous êtes quand même plutôt positif. On est dans une période enthousiasmante parce que la dernière grande inflation, alors vous êtes tous jeunes dans la salle, vous n'avez pas connu, mais la dernière grande inflation, c'est dans les années 76, quand on a eu 10, 14, 15% d'augmentation. On en est sorti comment ? On en est sorti par la croissance. Oui. En 1980, croissance. Donc voilà, on en est sorti grâce à la croissance. Là, ce coup-ci, on sait qu'on ne va pas en sortir par la croissance. On sait qu'après cette inflation, on va avoir le mur du climat devant nous. Donc, ça nous motive encore plus pour changer fondamentalement les choses. Et il faut qu'on se dise voilà, qu'on va avoir ce double obstacle à franchir pour développer nos entreprises agroalimentaires demain. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Au moins une quand même. Merci de vous présenter. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Léo Lester de l'association L214. Alors, j'ai entendu vos réponses par rapport à la question de la RSE. On s'est rencontrés avec la direction du groupe Avril sur le sujet de l'élevage en cage des poules pondeuses. On s'est rencontrés avec Monsieur Spears sur ce sujet à plusieurs reprises. Ma question, c'est simple. Quand est-ce que vous allez avancer sur ce sujet et, comme le groupe Avril, tourner le dos à ce mode d'élevage très préjudiciable dont aujourd'hui personne n'ignore les répercussions sur les animaux et sur l'environnement. Quand est-ce que vous allez vous engager contre l'élevage en cage des poules pondeuses? Alors, qui veut s'exprimer? Moi je peux répéter ce que j'ai dit à Léo quand on s'est rencontrés, c'est que nous, en ce qui concerne Agrial, on a pris l'orientation de l'élevage alternatif pour les volailles. Il ne nous reste plus. Alors, quand on s'est rencontrés, on n'avait plus que 3 élevages, on n'en a plus que 2 maintenant. On gère la fin de l'élevage. Et donc, voilà, nous, on est dans l'élevage alternatif. C'est peut-être parce que cet élevage, on l'a développé à côté de la production laitière et que c'était possible de le faire. C'est peut-être pas possible de le faire partout, mais nous, c'est l'option que l'on a prise. Après, pour les quelques élevages qui nous restent, nous, on n'est pas dans la transformation, donc on répond à nos donneurs d'ordre et on fait évoluer les choses. Mais les choses bougent quand même au niveau des cahiers des charges et des conduites d'élevage. Le bien-être animal est en train de prendre le dessus dans beaucoup de productions. Et on fait des progrès, vous le savez très bien. Dans l'élevage de chèvres, on a fait des progrès qui sont considérables. Dans l'élevage du lait de vache, on fait aussi des progrès qui sont très importants. Donc, ça évolue. Il faut nous laisser juste un peu le temps de casser les modèles, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Arnaud, un petit mot? Oui, on a effectivement pris un engagement. Alors, moi, j'avais toujours veillé à ce qu'on ait 2 choses bien en tête. Le premier, c'est les éleveurs, puisque moi, je suis mandaté par les éleveurs. Et on avait quand même demandé aux éleveurs en 2011-2012 une mise aux normes qui leur avait coûté la plupart du temps des montants assez conséquents. Et donc, on avait à la fois la demande sociétale qui était très claire, et de l'autre, le fait qu'il y a un certain nombre de gens qui n'avaient pas de capacité à pouvoir transformer leur modèle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient une possibilité de transformer le modèle cage en un modèle alternatif, plein air ou bio, d'autres ne le pouvaient pas. Et donc moi, j'ai toujours eu quand même en tête la manière dont on accompagnait, et on fera évidemment ce qu'on a dit. Le deuxième, c'est qu'on est quand même en train de se rendre compte que la demande, je le dis quand même, parce qu'il y a la demande sociétale,
mais il y a aussi les sujets de marché et d'œufs et les sujets sanitaires. Hein, et je le dis parce que ce matin, à côté de chez moi, on a eu aussi une problématique grippe aviaire. On sait aujourd'hui que de nombreux élevages alternatifs ne sortent pas les animaux, voilà, parce qu'on a des problématiques sanitaires. Donc, j'entends les demandes sociétales, on a eu des discussions, voilà, encore une fois, on est en train d'accompagner le mouvement, mais les sujets sont parfois un peu plus complexes que simplement le sujet de la transformation. Il y a aussi des sujets de marché, d'accompagnement, d'investissement, et donc c'est ça qu'il faut faire de manière harmonieuse, mais c'est ce qu'on est en train de faire encore une fois. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ah non, il y a une autre question. Allez-y, madame. Merci. Bonjour. Barbara Guerpillon. Je travaille pour Dole. On est un grower d'ananas et de pineapple et de bananes, pardon. J'aimerais savoir, je m'occupe de la transformation et de la RSE pour le groupe, et j'aimerais savoir si au sein de votre COMEX, vous avez un Chief Sustainability Officer ou un responsable de la RSE. Concrètement, pour Agrial, donc on a une directrice qui est une femme, qui est jeune et qui s'occupe de la communication et de la RSE. Elle a double fonction, communication et RSE. Elle vient juste d'être maman. Bon. Alors nous, on a aussi quelqu'un qui est un homme et qui n'est pas à la communication, parce que la directrice de la communication est là, donc je veille. Et la question qu'on s'est posée, c'est dans quelle échelle on remonte le plus possible la question de la RSE et de la durabilité près des sujets de finance. C'est une question qu'on est en train d'adresser. Ce n'est pas nouveau, je sais que d'autres le font, mais je pense que plus on le remonte près des sujets d'investissement, de modèles, de durabilité, de cash, plus quelque part... plus ça marche, plus c'est efficace. Je sais pas. Restons encore une fois. Et puis, je ne donne pas de leçons aux autres. Je dis que chez nous, on se pose la question voilà, de comment on pourrait faire pour essayer de lier le business et l'aspect durabilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste un responsable de la durabilité. Voilà. Juste en 2 mots, donc, nous avons une référente RSE qui est à temps partagé avec une responsabilité QSE sur un site de production, et nous réfléchissons pour 2023 à avoir une référente RSE ou un référent RSE à plein temps au niveau du groupe. Parce que les sujets deviennent tellement variés et donc du coup chronophages que ça nécessite, elle a plus le temps de faire autre chose à côté. Ou alors elle ne fera que ça. Oui, voilà. D'accord, très bien. Merci. Une autre question ou bien on arrête là? Je crois qu'on est au bout de notre temps. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour vos éclairages. Et puis, merci à la salle pour les questions.